cette nouvelle infraction figurera bientôt au Code pénal, du moins si le Sénat vote à son tour la proposition de loi adoptée en début de semaine par l'Assemblée nationale. Le contrôle coercitif, c'est une manière de lire les violences conjugales au prisme de l'emprisonnement. Andrea Grueff-Vintila va nous en dire plus. Bonjour. Bonjour Marguerite, attends. Vous êtes maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'Université Paris-Nanterre, autrice du livre de référence sur le sujet Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale, des avancées scientifiques aux avancées juridiques. C'est paru chez Duno en 2023. Remontons d'abord l'histoire de cette notion. L'origine, c'est la psychologie américaine des années 50. Que découvre-t-on alors ? Alors, la conceptualisation du contrôle coercitif, c'est intéressant. La question est excellente parce qu'elle ne nous vient pas du domaine de la violence conjugale ou des foyers. Ce sont des sociologues qui, choqués comme la hiérarchie américaine par le retour des prisonniers de guerre, des militaires, des aviateurs américains pendant la guerre de Corée, qui sont choqués du fait qu'ils ont collaborer avec l'ennemi, fait des fausses confessions, etc. Et donc les premières recherches tentent de comprendre pourquoi ils s'étaient soumis à l'ennemi, et c'est là qu'on a les études sur le lavage de cerveau, jusqu'aux études d'Albert Biderman, qui changent la question et qui se demandent non pas pourquoi les aviateurs s'étaient soumis à l'ennemi, mais comment les tortionnaires avaient fait pour obtenir leur soumission. Et c'est dans ce contexte-là que dans les méthodes de torture qui sont identifiées comme méthodes coercitives, la violence physique apparaît rarement, et c'est pour obtenir la soumission. Et c'est quelque chose qu'en psychologie sociale, on connaît bien, notamment dans les expériences de Milgram sur la soumission à l'autorité, où elle n'est absolument pas nécessaire pour obtenir la soumission comportementale de quelqu'un. Donc une soumission sans nécessairement de violence physique, qu'on observe à partir de ces cas des prisonniers coréens. On va ensuite l'appliquer aux violences intrafamiliales. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, de la lutte contre les violences familiales, quels sont à grands traits les comportements qui vont structurer le contrôle coercitif et quels sont les signaux qu'il faut repérer ? Alors, c'est une excellente question. Je voudrais souligner d'abord que la femme victime, déjà que la violence conjugale concerne disproportionnellement les femmes et indissociablement les enfants, que dans ce contexte-là, nous comptons en France 82% des femmes victimes, du quart de million de femmes victimes qui sont des mères, donc énormément d'enfants. Et c'est face à ces chiffres et face à l'échec de prévenir, de mieux protéger les victimes, de mieux poursuivre les auteurs, qu'il faut prendre la violence conjugale dans sa globalité. Et c'est pour cela que les recherches que je présente dans mon livre nous amènent à constater que la recherche internationale nous dit quoi ? Nous dit qu'il y a des comportements d'isolement, d'intimidation, de harcèlement, de menaces, et qui changent de nature lorsque l'agresseur a des enfants avec la victime, parce que très souvent, alors, ce qu'on constate, c'est une attaque à la relation de la victime avec l'enfant, la victime étant, encore une fois, dans la grande majorité des cas, une mère. Il y a toute la question de l'imposition des règles par l'agresseur aux victimes dans l'espace familial, c'est-à-dire la femme et les enfants, dans la très grande majorité des cas, par tout un tas de comportements qui pourraient paraître anodins, voire risibles, s'ils n'étaient pas compris dans leur finalité d'obtenir cette soumission comportementale. Alors, il y a une régulation de la façon des femmes de s'habiller, mais il y a une régulation du temps qu'elles passent sous la douche le matin, de la possibilité des enfants d'entrer dans le salon le soir quand papa rentre du bureau fatigué, des injonctions aux enfants qui ont le droit ou pas le droit de rire ou de pleurer quand monsieur est énervé. Donc, il y a toute une régulation des règles qui s'imposent, que les victimes, adultes et enfants, doivent respecter sous peine de représailles. C'est un peu le pendant de l'emprise, mais côté agresseur. Le contrôle coercitif met la focale sur le comportement de l'agresseur. En effet, il change la question de pourquoi n'est-elle pas partie, à comment s'y est-il pris pour l'empêcher de partir. Ce qui est utile dans la construction de ce délit, vous avez commencé à nous le dire, c'est qu'on va rassembler aux côtés d'infractions bien constituées, les violences, le harcèlement moral, tout un ensemble de faits un peu mineurs pris isolément et qui échappent aux tribunaux. Ces faits, et notamment la micro-régulation du quotidien que vous nous avez décrite, ils vont permettre de saisir le climat conjugal ou familial. Tous les comportements du contrôle coercitif ne mènent pas au féminicide, mais tous les féminicides passent peu ou prou par le contrôle coercitif. À votre avis, Andrea Grueff-Vintila ? En effet, ce que le contrôle coercitif nous donne, c'est une vision de la violence conjugale qui est beaucoup plus proche de la réalité des victimes, qui est une réalité qu'elles décrivent comme faite de terreur permanente et surtout de captivité. Donc, la violence conjugale est plutôt une situation de captivité une situation que d'agression. des agressions. Donc, c'est important de le dire. Et ça mène au féminicide, du coup,
à Alors, chaque fois, comment on conçoit le féminicide, dans le moment du meurtre? Alors, le féminicide, en quelque sorte, c'est l'échec du contrôle. C'est-à-dire que c'est là où, quand l'agresseur échoue à contrôler la victime, c'est là qu'il y a escalade dans les moyens de violence et dans cette violence ultime qui est le fait de ôter la vie. Alors, ce qu'on sait, effectivement, dans tous les pays où nous avons analysé des situations de féminicide, c'est que dans la très grande majorité des cas, le contrôle coercitif est un précurseur majeur des féminicides, mais aussi des suicides forcés, mais aussi des homicides d'enfants. Oui, ça Et c'est important. On parle pas assez souvent peut-être de ces questions d'infanticide. La captivité que vous décrivez dans ce cas de violence conjugale, l'enfant n'y est pas extérieur et surtout ça ne va pas cesser avec les séparations. Ça peut se poursuivre ensuite et là ça va vraiment encore plus s'exercer au détriment de l'enfant. la séparation n'amène aux victimes ni liberté ni sécurité. Et c'est pour cela que la recherche internationale que je montre, que je présente dans le livre, et c'est pour ça que la loi française est pionnière, parce qu'elle est pensée à partir du besoin fondamental de l'enfant, qui est le besoin de sécurité. Et donc, ce que montre la recherche internationale, c'est que le contrôle coercitif des femmes par les hommes est la cause et le contexte le plus important des violences faites aux enfants, toutes les violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques, qu'elles surviennent souvent dans un contexte de séparation qui est un échec en fait du contrôle sur la femme, et notamment dans le contexte de procédures judiciaires liées au fait pour l'agresseur de faire respecter ses droits parentaux au prix de la sécurité de l'enfant. Et quand l'agresseur sent que la seule façon de contrôler la victime, c'est de punir ou de punir sa partenaire, c'est d'attaquer sa relation avec l'enfant ou d'attaquer l'enfant, même sans avoir une animosité, une hostilité vis-à-vis de l'enfant, il va transformer l'enfant en victime ou en informant ou en espion. Et c'est dans ce contexte-là qu'il peut blesser ou tuer les enfants, comme nous l'avons tragiquement vécu avec la petite Chloé, si vous vous souvenez, qui à 5 ans est tuée par son père, alors que la mère avait obtenu le divorce et même une ordonnance de protection. Si l'on continue, Andrea Greff-Vintila, à suivre l'élaboration de ce nouveau délit, il faut mentionner l'Écosse, qui l'intègre dès 2018, la Cour européenne des droits de l'homme, suivie d'une directive qui va obliger les États membres à l'adopter avant 2027, et puis la Cour d'appel de Poitiers, qui, à la toute fin de l'année 2023, rend 5 arrêts qui vont faire jurisprudence, qui sont en quelque sorte les premiers pas du contrôle coercitif dans une salle d'audience française. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de son inscription dans la loi? Est-ce que c'est une détection plus précoce, des sanctions plus sévères? Quel gain concret au-delà de l'éclairage intellectuel? Alors, la loi française vise à équiper les juges correctionnels, donc les juges en droit pénal, et les juges civils, c'est-à-dire les juges d'affaires familiales, d'un appareil juridique qui leur permet d'intervenir sur la réalité des violences conjugales et non pas à partir de représentations qui font qu'on attend qu'il y ait des actes de violence physique qui se produisent pour protéger les victimes, c'est-à-dire des femmes et des enfants dans leur très grande majorité. Donc la loi française est pionnière parce qu'elle est pensée avec une approche transversale qui traverse le droit pénal et le droit civil. Là où je regrette, c'est que nous avions fait des amendements que la députée Sandrine Josso a portés, comme l'amendement qui a été adopté mardi soir, où nous nous demandions à ce que la formation soit obligatoire pour les magistrats et leurs partenaires, comme nous le demande la Convention d'Istanbul. L'amendement a été rejeté, considéré irrecevable en commission de loi pour des raisons de coût. Nous allons certainement revenir dessus au Sénat, et nous avons aussi demandé une évaluation pour rectifier, revoir la loi si besoin. Donc on va avoir le texte, il faudra que les moyens suivent. Merci beaucoup Andrea Greff-Vintila.